Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. C'est en 2009 qu'Alibaba, le plus grande plateforme de vente en ligne en Chine, a créé le festival Double 11. En seulement 10 ans, le Double 11 est devenu un symbole éclatant de l'incroyable succès du commerce en ligne en Chine comme à l'étranger. Aujourd'hui, nous allons discuter de ce phénomène avec nos invités. Avant cela, je vous invite à regarder ce reportage préparé par notre journaliste Zhou Ye pour savoir un peu plus sur le Double 11. Le 11 novembre, surnommé en Chine la fête des célibataires, n'a plus grand-chose à voir avec la célébration du célibat qu'elle fut à ses tout débuts. Après 10 ans d'efforts continus du géant d'Internet Alibaba pour transformer les célibataires chinois en passionnés du shopping en ligne, ce qui n'était au départ qu'un événement culturel est désormais devenu un grand banquet du commerce électronique. En 2009, Taobao, la plateforme du e-commerce la plus populaire en Chine, reprenait à son compte la célébration et inventait la fête du Double 11, un festival entièrement dédié au shopping en ligne. Si en 2009, seulement 27 marques avaient participé à la première édition, en 2013, elles étaient rejointes par des milliers d'autres pour un montant global des ventes qui allait atteindre 35 milliards de yuan. En 2017, le Double 11 établissait un nouveau record avec un chiffre d'affaires de 168,3 milliards de yuan en seulement 24 heures. Au premier semestre de 2018, la consommation a contribué pour près de 80% à la croissance économique chinoise, avec des ventes au détail en ligne qui progressaient de plus d'un tiers. L'achat sur Internet est aujourd'hui considéré comme le moyen le plus efficace pour acquérir des produits étrangers. Au cours des 8 premiers mois de l'année, environ 49 milliards de dollars de marchandises ont été importées via des plateformes de commerce électronique. Les importations les plus recherchées par les consommateurs chinois sont les produits cosmétiques, d'épicerie et les vêtements. Ces trois catégories représentent près de 70% des transactions. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau deux invités. Monsieur Ding Yifang, vous êtes chercheur à l'Institut de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Et Madame Hu Ying, vous êtes directrice des opérations de AliExpress France. Bienvenue sur notre plateau. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez entendu parler de ce festival Double 11? En fait, oui, c'était il y a 10 ans. Donc j'ai entendu parler de cette fête. D'abord comme une plaisanterie. oui, d'abord comme une plaisanterie, parce qu'on dit que le 11 novembre, le 11-11, c'est le symbole des célibats. Ouais. Oui, c'était la fête des célibataires. Et comme les célibataires sont tentés par l'achat, donc la fête a commencé par la fête des célibats. C'est pour consoler des âmes. Oui, c'est ça, pour consoler des âmes plus ou moins solitaires. Oui. Oui, ils sont tentés par l'achat de beaucoup de choses. Et le commerce électronique a commencé par là. Je pense que c'était... Au départ, c'était pratiquement un hasard. Mais le hasard fait beaucoup de choses. Et cette fois-ci, le hasard a fait vraiment un grand commerce. Et je pense aujourd'hui, on a un très grand plaisir de pouvoir vérifier cela avec quelqu'un qui travaille chez Alibaba. Donc, qui a eu l'idée finalement au départ de cette fête et comment expliquer après le succès de cette fête? Alors, donc comme ce que M. Ding a déjà mentionné, c'est vrai, il y a 10 ans, c'est aujourd'hui le PDG d'Alibaba Group qui s'appelle Daniel Zhang, donc M. Zhang Yong qui a créé en fait ce concept. Quand on a étudié le marché international, on a vu que les Américains ont leur propre fête en ligne et avec le contexte des festivals en fait vraiment traditionnels ou religieux. Donc à ce moment-là, Daniel a pensé, alors pour nous les Chinois, quel jour qui est vraiment spécifique mais qui n'est pas si traditionnel. Donc c'était la première fois il a entendu parler la fête des célibataires créée par des universitaires, des jeunes, en disant ah bon, pourquoi alors on a une fête pour les célibataires?
Parce qu'on est célibataire, on est trop seul, on est trop solitude, donc du coup on a besoin d'être consolé. Donc là, dans ce cas-là, voilà, nous pensons que peut-être il y a des produits qui peuvent bien attirer en fait ces gens de célibataires. Donc c'est vraiment avec ce contexte-là que nous avons essayé de créer vraiment la première fête. Le double 11. Mais après, en fait, c'est un peu, ça a pris un développement un peu hors de prévu, n'est-ce pas? Est-ce que le PDG lui-même, il s'attendait vraiment le grand succès. Je pense, enfin, quand on travaille chez Alibaba, quand on fait une innovation, tout le monde sait que c'est comme la théorie de Schrödinger. Vous ne connaissez pas vraiment le vrai résultat. Mais par contre, tout le monde doit avoir la confiance. Donc c'est pour ça aujourd'hui, pour nous, Double 11, c'est vraiment pas le chiffre d'affaires vraiment aux dernières minutes qui nous attend. Pour nous, c'est vraiment comme un test final. Pour l'ensemble de l'équipe, à l'intérieur, pour tous les gens de Alibaba, aussi, à travers cette fête, on voudra tester nos pensées, nos stratégies d'affaires ou de business. Est-ce que si c'est correct? Et c'est aussi tout au long en fait de ce processus pour préparer cette fête, nous avons aussi créé beaucoup de nouvelles méthodes, de nouvelles outils et aussi de nouvelles technologies pour faire le marketing, pour améliorer vraiment des expériences des utilisateurs. Alors donc du coup à travers Double 11, on peut essayer de voir vraiment les conséquences et la perception de ces utilisateurs, de ces commerçants. Voilà. Donc finalement pour Alibaba, ce Double 11 est devenu finalement comme un terrain d'expérimentation pour l'entreprise. Alors mais sur la société, on voit que aujourd'hui cela est devenu vraiment comme une vraie fête pour les gens et le chiffre d'affaires est surprenant. Donc, un point de vue d'économiste, donc comment expliquez-vous ce succès? C'est plutôt un succès commercial parce que ça a suscité je dirais la psychose masse de la masse parce que à la veille de cette fête, si on regarde les jeunes qui sont devant l'écran de l'ordinateur, qui sont prêts à se lancer dans cette fête. Maintenant, ils sont devant leur portable. Oui, devant leur portable. C'est de plus en plus où ils achètent par leur portable. C'est aussi un petit écran. Oui, c'est aussi un petit écran. Oui, mais c'est vraiment quelque chose d'inouï. C'est une plaisanterie qui s'est transformée en un enthousiasme que je n'ai jamais vu. Parce que je suis toujours en contact avec des étudiants, avec des jeunes chercheurs, etc. Et à la veille de chaque fête, ils sont tellement enthousiasmés que moi-même j'ai été entraîné à voir qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous avez mis dans votre panier et qu'est-ce qu'il y a dedans. Oui, c'est vraiment une ambiance de fête un peu particulière. Oui. Mais est-ce que cela reflète quand même une sorte l'engouement pour l'e-commerce dans son ensemble, selon vous? Avant cela, donc avant la fête, je pense que le commerce électronique n'est pas aussi développé que ça. Parce que même le commerce ordinaire, etc., on va essayer de faire les courses, etc., selon ses besoins. Tandis que la fête, en particulier, la fête Double 11, a suscité l'envie de consommation. Ça a suscité l'envie. Parce qu'on consomme plus qu'on en a besoin. On stocke, on fait des stocks. On fait des stocks, etc. C'est un peu ça. La fête de consommation sert à forcer les gens à surconsommer d'une certaine manière. Cela leur fournit une plateforme pour vraiment changer, en fait, changer les habitudes de consommation. C'est un reflet de ce qu'on appelle la société de consommation. C'est un reflet de la société de consommation
Et c'est une transformation de cette société de consommation selon le développement technologique. Alors, pour vous, parce que vous travaillez chez AliExpress, c'est une plateforme en fait pour les consommateurs étrangers. Est-ce que le festival Double 11 est aussi populaire chez les étrangers Chez le sur le marché? Ah oui, à l'étranger, je pense. Oui, en fait, c'est vrai, à l'Express, aujourd'hui, on couvre plus de 200, une douzaine de pays aujourd'hui. Et nous sommes même très bien présentés en Russie, en France, en Pologne et même en Arabie et donc du coup en Extrême-Orient et tout ça. Donc du coup, je pense que Double 11, enfin, ou bien on dirait le festival international du shopping, enfin Double 11, pour tous ces consommateurs étrangers, internationaux, globaux, ils sont quand même bien reçus. Parce qu'en tant que consommateur, je pense que le cœur de leur demande de consommation reste le même, comme les Chinois, comme le reste du monde. Comme je suppose, enfin, je pense malgré les nationalités, les consommateurs sont à peu près les mêmes. Ils ont même le comportement. Ouais, en fait, c'est la base de la demande de faire des achats. C'est vraiment pareil. Tout le monde cherche la meilleure expérience de l'achat. Par exemple, si le prix peut être le plus bas possible, alors c'est bien. Ou bien, quand je paye, j'aimerais bien avoir un paiement très simple. Alors, donc du coup, ça c'est vraiment ça reste vraiment très similaire que les Chinois. Par contre, au niveau de marketing, au niveau de message, au niveau de tous ces comportements de faire un achat à partir de leur choix de sélection, de recherche, jusqu'au paiement, les détails sont quand même très différents, pays par pays, culture par culture. Donc c'est pour ça, à l'Express, dès aujourd'hui, nous sommes en train de personnaliser notre stratégie dans différents pays pour rendre nos consommateurs leur expérience très adaptée à leur propre attitude vraiment quotidienne. Donc par exemple, je peux vous donner un exemple, c'est que je pense que vous connaissez déjà très bien, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir un produit soldé, alors vous devez en fait prendre un coupon et sélectionner et puis le mettre dans votre portefeuille digital sur Taobao. Mais par contre, les étrangers, surtout les Français, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi je dois prendre les coupons d'abord. Oui, j'aimerais bien aussi avoir un coupon. Mais je ne sais pas pourquoi on va prendre un coupon. Donc c'est pour ça, eux, ils disent, nous, on préfère plutôt un code, un coupon code. Vous me disiez, c'est quoi le coupon code? Avec ça, je peux avoir un produit réduit, avec un prix réduit. Alors dans ce cas-là, quand je paie, je vais directement introduire ce code. Ça y est. Donc ça, c'est vraiment une grande différence entre les consommateurs chinois et les consommateurs internationaux. Mais au niveau des produits, est-ce qu'il y a des produits, des gammes de produits qui sont plus populaires à l'étranger qu'en Chine? Là, je sais, aujourd'hui, on a recherché, on a vu que, comment dire, la plupart des les top catégories en fait des produits sont très populaires dans l'ensemble de l'étranger. Hors Chine, c'est plutôt les produits portables, tout ce qui concerne la télécommunication ou bien électronique, parce que nous on est très fameux pour made in fabriqué en Chine. Alors secondo, c'est plutôt pour aussi pour des vêtements et aussi des produits cosmétiques. Donc ce sont les tops. Et puis nous, on a aussi vu un phénomène très récent et aussi très intéressant, c'est que quand ces étrangers cherchent en fait des portables, les top marques, c'est vraiment Huawei, Xiaomi et en plus quand ils tapent directement pas comme iPhone ou ils tapent directement Huawei ou Xiaomi. Donc c'est ça qu'on a aussi vu que on peut reprendre un peu la première question, c'est que c'est un test qu'on a réussi de voir, voilà, ça pourrait porter une grande opportunité à nos commerçants chinois et aussi à nos commerçants bientôt, dans le futur, des commerçants internationaux, de faire rayonner leur business.
Aujourd'hui, avec le boom de e-commerce en Chine, avec les livraisons à la maison, donc beaucoup de gens s'inquiètent de l'emballage, de leur peut-être leur influence sur l'environnement. Donc, comment voyez-vous cet impact sur l'économie? En fait, le problème de l'emballage ou le problème de suremballage ne date pas du commerce électronique. Ça date bien avant cela. Je me souviens qu'au début de la réforme, dans les années 80, etc., eh bien, on était toujours surpris de voir des emballages aussi somptueux, des produits japonais par exemple. Parce qu'en Chine, l'emballage était très simple, rudimentaire, etc. On n'avait pas l'habitude de voir des emballages aussi copieux, aussi somptueux. Et oui, au début des années 80, il y avait des Japonais qui venaient en Chine, qui offraient des cadeaux à des Chinois, etc. Mais des cadeaux, donc des produits japonais avec des emballages très sophistiqués, et ça a terrifié les Chinois. Mais depuis, les Chinois ont imité plus ou moins cette habitude. Les produits chinois commencent à être emballés dans des choses de plus en plus sophistiquées, de plus en plus compliquées. Et aujourd'hui, l'emballage et le suremballage, c'est un phénomène universel, général. Je pense que la livraison express n'a pas augmenté plus, oui, probablement un peu, parce que par souci de protéger les produits, etc., on a probablement ajouté un peu plus de ça. Mais je pense, paradoxalement, la livraison express pourrait, la forme de la livraison express pourrait, dans l'avenir, une forme de réduire l'emballage. Parce qu'on parle de plus en plus de ce qu'est de l'emballage récupérable. C'est-à-dire qu'un porteur, quand il délivre une marchandise chez vous, il va reprendre l'emballage d'une certaine manière pour vous donner un produit emballé d'une manière très simple. C'est la nouvelle tendance. C'est la nouvelle tendance. Oui. Ça pourrait réduire même le phénomène de suremballage, je pense. Dans notre écosystème, nous avons un confrère qui s'appelle Tainiao, qui est notre plateforme marketplace logistique. Donc aujourd'hui, nous avons déjà créé ensemble avec EMS, on a déjà créé des emballages récupérables. Ça veut dire donc dès que pour non seulement pour des commerçants, mais surtout pour les consommateurs, on va les inciter à choisir des emballages récupérables. Comme ça, on va éduquer nos consommateurs que voilà, regardez, on va commencer à utiliser ces gens pour avoir une conscience de bien protection environnementale. Donc nous avons déjà commencé à ce genre d'initiative pour progressivement un jour de bien aussi rénover, on dirait, l'industrie de l'emballage ou de livraison. D'un point de vue économique, dans un plan plus large, donc comment le boom de l'e-commerce a changé le visage de l'économie en Chine en 10 ans? Parce que, oui, d'abord, le e-commerce, c'est d'abord une forme de consommation, une forme d'achat, etc. Mais derrière tout cela, il y a le développement des secteurs qui sont liés ensemble. D'abord, il y a sur le plan informatique, il y a un développement technologique pour vérifier ce qu'on appelle le traitement de big data. C'est quelque chose de très important. Sans cela, on ne pourrait pas créer un système fiable de e-commerce. Et tout cela a impliqué beaucoup d'investissements, la formation du personnel technique, etc., etc. Donc il y a beaucoup de ça. Et puis ça a impliqué un développement des infrastructures. Voyons, si le e-commerce n'est pas très développé ou n'est pas aussi développé dans bien d'autres pays qu'en Chine, c'est parce qu'ils n'ont pas créé cette infrastructure de télécommunication aussi sophistiquée et avancée.
En Chine, plus de 98% du territoire chinois est couvert par un réseau de télécommunications 4 générations. Et l'année prochaine, donc fin 2019, la Chine va complètement transformer ce système de télécommunications en 5e génération. Voilà, ça fournit des bases solides pour le commerce électronique. Parce que Madame a expliqué que le commerce électronique, c'est la commodité. C'est très commode, vous appuyez, ça part, et vous avez le produit chez vous dans les 24 heures. Quelque chose comme ça. Mais tout cela nécessite une infrastructure solide de télécommunication. Et ça, nous en avons en Chine. C'est vrai, il y a aussi un problème de livraison, c'est-à-dire, enfin, j'ai vu maintenant, il y a des robots oui, qui sont livrés. Donc, il y a des sociétés de livraison. Il y a des sociétés de livraison qui font ça. Il y a des sociétés de commerce qui font ça aussi, qui utilisent des robots, qui utilisent des drones pour le transport des marchandises, etc. Mais une question me revient, c'est que comment assurer la livraison, par exemple, si vous livrez à l'étranger, par exemple, pour les consommateurs étrangers, est-ce que ce sont des produits qui sont déjà sur place, par exemple, dans un pays, certains pays, ou c'est livré depuis la Chine? Comment assurez-vous cette livraison? En fait, la plupart des produits pour AliExpress, dès le début, il y a 5 ans, la plupart des produits sont directement exportés de Chine via le reste du monde. Alors donc à ce moment-là, donc grâce à nos partenaires logistiques comme IMS, comme la Poste France, la Poste britannique, nous pouvons réussir à envoyer ces colis. Mais par contre, ça prend beaucoup de temps. Donc cette année, il y a une très bonne chose, c'est que grâce à des logistiques aériennes qui est bien développées, donc Cainiao a aussi déjà, on va directement prendre une vingtaine d'avions qui vont spécifiquement envoyer tous les produits de double 11 via les destinations bien concernées. Donc dans ce cas-là, nous pouvons réussir à réduire le temps d'envoi, de livraison depuis peut-être un mois jusqu'à que 15 jours ou même une semaine. En même temps, nous avons aussi aujourd'hui développé directement, parce que Alibaba travaille beaucoup ensemble aussi pour empower des pays étrangers ou ensemble avec des gouvernements internationaux. Donc nous avons aujourd'hui aussi de plus en plus d'entrepôts étrangers directement localisés dans ces pays importants. Donc par exemple en France, en Europe, en Espagne, en Russie. Alors nous allons directement utiliser ces entrepôts pour stocker en fait tous les produits pour les commerçants chinois, bien sûr à l'initial, mais par contre bientôt peut-être aussi pour les Japonais, pour les Coréens, pour les... Et nous aussi, on va recruter des commerçants locaux qui pourront aussi utiliser ces entrepôts de stocker leurs produits. Ainsi, ensemble, à nouveau, on va utiliser l'ensemble de la technologie de livraison pour bien simplifier le processus de livraison. Dans ce cas-là, pour les consommateurs, au final, le résultat, c'est que les consommateurs, aujourd'hui, même par exemple en Russie ou en Espagne, ils peuvent directement réussir à recevoir leur colis de double 11 durant 24 heures. Dans des grandes villes, par exemple Paris mais par contre dans des villes, on dirait pas cosmopolitaines, un peu lointaines peut-être, mais au maximum 5 jours. Donc c'est déjà beaucoup plus rapide par rapport à l'histoire précédente dans ces pays. Moi, je comprends de plus en plus ce genre de plaisir d'achat que j'ai appuyé sur un bouton et puis j'ai mon colis qui est livré depuis la Chine dans 24 heures. Peut-être que tu as une très bonne expérience d'achat. Tu as toujours l'idée d'avoir une vie beaucoup plus amusante. Avec une meilleure qualité, donc du coup des fois il faut être fourni, à part bien sûr je pense l'esprit ça compte quand même la base, mais au niveau matériel tu as toujours quand même besoin de quelque chose. On va résumer un peu pour
vraiment en perspective, voilà, 10 ans s'est écoulé. Donc pour les 10 ans à venir, quelles sont les perspectives du développement de e-commerce ou à l'exemple des entreprises comme Alibaba ou le secteur de e-commerce dans son ensemble, quelle est la perspective? Oui, je pense que l'avenir du commerce électronique est brillant. Parce qu'il y a de plus en plus d'individus ou de PME qui participent de plus en plus par ce réseau de e-commerce. On entre de plus en plus. Parce que ça a commencé par des grandes entreprises, par des grands fabricants, etc. Et je me suis aperçu que de plus en plus, des petites entreprises, voire même des individus, commencent à participer, à utiliser cette plateforme pour vendre leurs produits, etc. Et puis, Alibaba, la plateforme Alibaba, sert aussi aux clients étrangers de plus en plus. Donc, dans l'avenir, il y aura de plus en plus d'entreprises, de PME, d'individus qui participeront dans ce processus et les consommateurs auraient des choix beaucoup plus élargis. Oui, je suis très d'accord avec M. Ding, c'est que non seulement, je pense, pour Alibaba, mais c'est vrai, je pense tous nos confrères de e-commerce ou de commerce traditionnel, je pense, notre pensée, c'est vraiment de créer plus d'opportunités commerciales pour tout le monde. Alors, non seulement, comment dire, gagner de l'argent, mais aussi, par exemple, on aimerait bien augmenter le taux, le pourcentage le taux d'emploi. Donc, on peut créer beaucoup de postes, voilà. Donc, du coup, donc au final, nous aimons bien voir plutôt la croissance économique de toutes les sociétés, de l'ensemble de cette terre. C'est vrai que j'ai vu il y a les handicapés maintenant dans les régions reculées qui peuvent offrir quelque chose sur Alibaba pour l'autosuffisance. Non seulement sur Alibaba, je crois, mais oui, c'est vrai. Par exemple, donc c'est pour ça AliExpress aujourd'hui, comme Tmall, comme en Chine, beaucoup de Chinois, on dirait global buy. Ça veut dire on pouvait acheter n'importe quoi venant de n'importe quel pays. Mais par contre, très bientôt, à partir de maintenant, donc AliExpress est prêt, va commencer à bientôt de permettre à l'ensemble de la terre de pouvoir vendre les produits partout, et aussi pour ces citoyens de ces pays peuvent aussi acheter globalement. Donc c'est plutôt en fait avec cette conviction que nous aimerions bien aussi continuer à bien faire des efforts, mais non seulement entre Alibaba, à l'intérieur d'Alibaba, bien sûr, donc on voudrait créer cet écosystème ensemble. Parce que sans ce commerce électronique, il était difficile d'imaginer qu'un paysan au fin fond de Sichuan puisse vendre ses produits, par exemple, au marché américain. Maintenant, aujourd'hui, c'est la réalité. Ils arrivent, les paysans au fin fond d'un pays de Sichuan arrivent à vendre leurs produits au marché américain. Et tout cela par le plateforme du e-commerce. Et de même, je sais qu'Alibaba a été, je sais pas, le Canada, à vendre des langoustes, sur le marché chinois. Je me souviens, le Premier ministre avec un langouste avec Jack. Oui, et au bout d'une semaine, il n'y a plus de langoustes à vendre parce que le marché chinois est gigantesque, tellement grand que finalement les langoustes canadiennes sont épuisées. Alors, faute du temps, on doit s'arrêter là. Mais je vous remercie d'avoir partagé vos expériences avec nos téléspectateurs. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.